Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, Cœur de patrimoine se met à votre service. Vous êtes en pleine campagne de déclaration de revenus. Les premiers dans quelques heures, ce sera fini pour eux. Et puis après, les zones se succéderont les unes après les autres. Vous en avez désormais l'habitude. C'est un système qui est rodé. Nous sommes donc à la veille de la première échéance et l'exercice rodé pour certains d'entre vous, mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu et que grâce à un des meilleurs experts, à savoir Jérôme Barré pour le cabinet Yards. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. On brosse un petit peu cette campagne et qu'on regarde quelles sont les nouveautés, quels sont les points d'attention, quelles sont les thématiques sur lesquelles il faut être particulièrement ajusté. On peut parler de digitalisation, de taux individualisés, d'ajustement de tout ce qui tourne autour du meublé. Il y a aussi une petite nouvelle, entre guillemets, la CDHR. Il y a quand même pas mal de choses à se raconter. D'abord, peut-être, c'est une nouvelle étape, on va dire, Jérôme, cette campagne, pour ce qui concerne la digitalisation. Décidément, j'ai un petit peu du mal avec ce mot-là. En fait, le tout numérique, maintenant, c'est... on est presque à son plein potentiel. C'est le décalage horaire, Cédric, qui fait ça, la digitalisation. Alors effectivement, on a une franche accélération de cette dématérialisation. 3 millions de foyers cette année ne recevront plus de déclarations papier. Sont visés ceux qui ont déjà télédéclaré l'an dernier, ou pour lequel l'envoi papier est supprimé sauf demande spécifique. C'est une obligation qui est encadrée par la loi, vous vous en souvenez, depuis 2016. Depuis 2016, la déclaration en ligne, elle est obligatoire, sauf impossibilité. Et également, il y a une tolérance qui subsiste, notamment pour les personnes plus âgées ou isolées, et qui ne savent pas toujours bien se servir ou d'Internet ou d'un ordinateur. Mais c'est un cadre qui se resserre progressivement. L'objectif, il est assumé, il est de rationaliser et économiser du personnel, du traitement. Et donc, on aura une réduction des coûts d'impression, évidemment, et de traitement pour l'administration. Et côté contribuable, il va falloir s'adapter sous peine de pénalité pour dépôt tardif de 10%. Voilà, on se souvient que dans les premières années de cette digitalisation, vous voyez, j'y arrive quand même, au contraire, on avait un petit bonus si on déclarait en ligne. C'est fini depuis longtemps, tant pis pour nous. Le calendrier, je le disais, on va le rappeler, Jérôme, parce que c'est toujours important quand on décide de faire une petite fiche pratique, mais c'est vrai que tout le monde en a un peu l'habitude. Il y a toujours ces zones en fonction du numéro de département. Voilà, alors on parle du calendrier parce que l'objectif, c'est d'éviter un dépôt tardif. Et comme vous le savez, un dépôt tardif entraîne une pénalité automatique de 10%. Alors, cette pénalité, on peut toujours la discuter si on est de bonne foi et que c'est assez rare. Mais si on la répète tous les ans, et pour tout type d'impôt, évidemment, l'administration sera beaucoup moins agréable pour le faire. En fait, on peut quand même, en principe, faire une régularisation spontanée sous 30 jours, qui va pouvoir éventuellement limiter ses conséquences, mais qui peut ne pas les annuler. Le calendrier classique, c'est jusqu'au 22 mai les départements de 1 à 19, y compris également les non-résidents. Et attention, parce que les non-résidents parfois sont un peu plus loin et oublient la situation dans laquelle ils sont. Le 28 mai, c'est les départements de 20 à 54. Le 5 juin, ce sont les départements de 55 à 976, les DOM inclus, les départements d'outre-mer. Et le 20 mai, c'est-à-dire demain, la limite pour les déclarants papier. Et donc les déclarants papier, on voit qu'ils ne sont pas non plus avantagés en termes de délai, puisqu'on leur demande de déclarer un peu avant. Et évidemment, comme toujours, et selon la formule consacrée, c'est le cachet de la Poste qui fait foi. Donc voilà le sujet. Alors l'application, elle permet désormais de signaler un changement d'adresse, de déclarer la location d'une résidence secondaire, le cas échéant, et de modifier son taux de prélèvement à la source. Ouais, mais on ne peut pas encore tout faire sur l'application malgré tout. Il faut se connecter au site, c'est ça ? Exactement. Et certains formulaires annexes ne sont pas encore accessibles. Et ça reste un complément au portail impôts.gouv.fr, mais c'est pas tout à fait effectivement un substitut complet. Justement, si on parle digital, il faut dire un mot de la sécurité. Alors, c'est déjà assez poussé, on va dire, la sécurité. Il y a toujours des mots de passe à plus que rallonge demandés par l'administration fiscale. Malgré tout, ça va un petit peu se upgrader encore, pour parler un bon français. Qu'est-ce que c'est et à quoi il faut s'attendre ? Alors,
à partir dès l'été 2025, on devrait normalement rentrer dans le mécanisme de la double authentification. C'est-à-dire qu'on aura un code de sécurité à usage unique qui va être envoyé par email après saisie du mot de passe. Donc on fait rentrer son mot de passe et on obtient un code de sécurité unique. C'est ce que vous avez avec votre banque ou si vous jouez au loto, on vous envoie quelque chose de cette sorte, de sachant à bien savoir si c'est vous. Et évidemment, c'est un dispositif qui a vocation à protéger les données, et c'est bien le grand enjeu pour l'administration fiscale, c'est de protéger les données qui seraient données. Donc, en une mesure bienvenue, mais qui est contraignante, parce que pour les conseils ou les proches qui assistent un tiers, et j'en fais partie, ça complique considérablement l'accès à distance et ça ralentit le départ. Et puis si l'adresse email qui a été associée au compte est obsolète, eh bien l'accès sera tout simplement bloqué. Donc il faut anticiper dès maintenant, mettre à jour ou corriger son adresse électronique. Et c'est un point de friction classique chez les personnes âgées en particulier qui ne sont pas familières ou peu avec le numérique. Bon, voilà. Alors là, on a brossé quelques détails pratiques, on va dire, et maintenant, on va rentrer vraiment dans la fiscalité, Jérôme, si vous le voulez bien, et dans cette déclaration. D'abord, en disant un mot du barème revalorisé, bien évidemment. Alors, je dis bien évidemment parce que pour ceux qui suivent l'actualité fiscale, c'est vrai qu'il y avait eu des questions au moment de la censure, etc., du gouvernement, de savoir si on allait pouvoir revaloriser le barème de l'impôt ou si certains allaient rentrer dans l'impôt bien malgré eux. Quelles sont les conséquences donc de cette histoire de revalorisation? Alors ces revalorisations, elles ont été un peu plus fortes l'année dernière. Je crois qu'on était à 5 ou 7 et quelques, et l'année d'avant encore un peu avant, un peu au-dessus. C'est un mécanisme qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que en revalorisant les tranches, on augmente les taux, et en fait pas du tout. L'idée était que, en fonction de l'inflation, on revalorise ces taux de sorte que le barème de l'impôt va être indexé sur l'inflation comme chaque année, un taux et ça permet d'éviter que les hausses salariales qui seraient intervenues n'entraînent pas mécaniquement un saut de tranche. Ça surtout, évidemment, ça joue sur le bas du barème, hein. Donc ce sont les revenus jusqu'à 11 497 par an qui restent non imposables, et les tranches suivantes seront ajustées, mais sans changement de taux, c'est-à-dire celles de 11%, de 30%, de 41% et de 45%. Donc ce n'est pas une baisse d'impôt, mais c'est une mesure de neutralisation qui va permettre d'éviter cette hausse invisible due à l'inflation et qui ne compense malheureusement pas toujours la perte de pouvoir d'achat réel. Voilà, donc bon, quand même une mesure importante et qu'il était bon d'avoir en tête. Alors, je le disais en préambule, il y a quelques nouveautés dans cette déclaration d'impôt, et notamment sur la location meublée, puisqu'il faut s'habituer à quelque chose, c'est que l'abattement de 50% que ceux qui sont concernés connaissaient, eh bien, il vit sa dernière année. Alors effectivement, le régime actuel prend fin avec les revenus de 2024, donc c'est la dernière fois où pour les locations meublées de courte durée, l'abattement de 50% jusqu'à 70 700 € de recettes pouvait s'appliquer, était maintenu sur la déclaration unique. À partir de 2025, le régime est aligné sur la location nue. L'abattement va tomber à 30% comme la location nue, et qu'un plafond a baissé à 15 000 € de recettes, donc on a un double effet, à la fois une diminution de cet abattement en pourcentage, on passe de 50 à 30, et ensuite l'étendue, si je puis dire, le champ d'application, eh bien, va passer de 77 700 à 15 000, donc c'est beaucoup. Et au-delà de ces 15 000, le régime réel va devenir obligatoire, avec la tenue d'une comptabilité, et évidemment, la conservation de toutes les pièces justificatives. C'était un des intérêts d'avoir un schéma entre guillemets forfaitaire, même si c'est un pourcentage, des charges justement sur la location meublée. Donc c'est une fiscalité qui est renforcée aussi également en cas de cession, ça c'est la plus grosse nouveauté, puisque depuis le 15 février 2025, l'administration va pouvoir réintégrer l'amortissement qui a été pratiqué dans le passé dans le montant de la plus-value imposable. Si on vous cède son bien, il faudra rajouter, si je puis dire, au prix de cession, pour le calcul de la plus-value, qui est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, entre le prix d'acquisition et le prix de cession, qu'on retire, prix d'acquisition qu'on retire du prix de cession, on rajoutera au prix de cession l'amortissement qui a été pratiqué. Ce qui veut dire que, d'abord, il faut conserver les justificatifs, et on peut se demander si finalement on aura intérêt à procéder à un amortissement au fur et à mesure du temps, puisqu'il faudra le rajouter à la fin. Et la particularité, évidemment, c'est que si on conserve un bien longtemps et qu'on a fait des amortissements qui sont longs, il faut devoir aussi conserver les justificatifs, et l'administration, elle risque de vous ennuyer, y compris pour des périodes hors prescription fiscale. Il y aura un formalisme important auquel il faudra réfléchir, quoi. Voilà, donc réfléchir à se dire que peut-être on ne passera pas les amortissements. Alors c'est un peu plus cher immédiatement, mais c'est de la sécurité à terme. Tout dépend évidemment
ce que vous louez et si vous avez l'intention de le conserver ou pas, si ça a une valeur affective ou pas pour vous. Alors, il y a un petit changement aussi important qui est prévu pour les couples à partir du mois de septembre. Là, on parle du taux, hein, ce fameux taux. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que jusqu'à présent, il y avait un partage de taxation ou de prélèvement plutôt entre les conjoints, entre les époux, et que effectivement, si vous étiez la partie qui payait le plus, eh bien, vous pouviez ça pouvait sanctionner la partie qui était payée le moins. Donc, si je puis dire, jusqu'à maintenant, j'étais content que ma femme peut-être paye un peu plus d'impôts que ce que elle aurait dû au regard de la répartition de ce taux individualisé et de la charge que ça représentait. Donc, par défaut, à partir du 1er septembre 2025, on appliquera ce taux individualisé. C'est-à-dire que jusqu'ici, ces couples mariés devaient demander expressément le taux individualisé. Désormais, il va être appliqué par défaut. C'est un changement de logique dans ce prélèvement à la source. Le montant global du foyer, évidemment, va rester le même. Il sera inchangé, mais sa répartition va tenir compte des revenus réels de chacun, ce qui n'était pas tout à fait le cas, comme je le disais avant. Et cela évite évidemment qu'un des deux conjoints porte un sac un peu plus lourd et c'est souvent donc ce que je disais, le moins rémunéré, et va parler une part qui va être moins proportionnée que le revenu qu'il touche. Donc c'est une mesure d'équité qui est saluée comme telle, hein. Elle va concerner quand même plus de 10 millions de foyers fiscaux, soit donc évidemment 20 millions de personnes. Changement simple dans l'exécution, mais très très significatif dans ses effets, qu'on peut saluer. Un petit mot sur un aspect de la déclaration qui est très utilisé, ce sont les services à la personne, avec un crédit d'impôt. Est-ce qu'il est modifié cette année ? Alors, vous avez raison de dire qu'il est très utilisé. C'est le service probablement, je n'aime pas ce terme, mais la niche fiscale la plus utilisée. Et vous vous souvenez que ce mécanisme, il avait été mis en place pour éviter que des personnes soient payées d'une façon qui n'est pas convenable, c'est-à-dire au black, en numéraire. Comme on dit. Voilà, au chiche-crac, comme disent certains. L'intérêt, il est double. Il est évidemment pour ces personnes, parce que ces personnes qui travaillent, d'abord, elles n'ont pas forcément le régime de la sécurité sociale, c'est quand même un vrai sujet en cas de maladie, et elles se retrouvent démunies. Et le deuxième sujet, c'est aussi de leur permettre, à terme, par des cotisations, d'avoir une retraite, petite ou grande, je ne sais pas, mais d'avoir une retraite et d'accéder à une vie, j'allais dire, sociale et administrative normale. Donc le taux va rester inchangé. Hein, le crédit d'impôt, il est toujours fixé à 50% des dépenses engagées dans la limite de 12 000 € par an, majorable dans certains cas en fonction de votre âge, de votre situation, etc. Ce qui va changer maintenant, c'est le niveau de détail, parce que beaucoup de personnes ont utilisé des sociétés qui étaient des sociétés de nature à fournir des prestations. Donc dans les prestations, vous avez du ménage, vous avez de la garde d'enfants, vous pouvez avoir également du jardinage, mais on va vous demander le nom de la société et le nom de l'intervenant, si c'est une personne physique ou une personne morale. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des fuites dans le système et que finalement, ce ne soit d'ailleurs pas tout à fait juste, que ce ne soit pas éligible. Et donc, on veut mieux tracer les flux et on veut mieux cibler les aspects potentiels ou les abus potentiels, qui pourraient intervenir. Donc, c'est aussi une mesure civique tout à fait intéressante pour éviter que cet objectif très louable. D'ailleurs, on a voulu le supprimer. Ça évite qu'il soit supprimé et ça permet de remettre. On continue mais ça évite. Voilà. Ouais. On continue à brosser cette déclaration d'impôt et on en arrive à une case qui s'appelle la 3EX. Alors vous savez, il y a toujours ces références, hein, ça permet de s'y retrouver aussi. Et elle fait son apparition. Elle sert à quoi cette case ? Alors c'est pas une fusée qui serait développée par un investisseur américain qui fournit aussi des voitures électriques. Cette case 3EX, en fait, son objectif, c'était accueillir les éventuels gains qui seraient réalisés au travers d'un plan épargne avenir climat. Plan épargne avenir climat, c'est-à-dire un PEAC, donc dans les entreprises qui auraient des vertus en matière de climat, mais à ce jour, en fait, il n'y a aucun établissement qui commercialise encore ce produit. Donc, c'est une case qui est techniquement active, mais qui n'a pas de portée pratique pour cette campagne. Alors, la contribution différentielle sur les hauts revenus, j'en parlais dans notre introduction tout à l'heure, la CDHR fait son apparition. Est-ce qu'il faut s'en occuper ? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper ? Est-ce qu'il faut s'y préparer ? Est-ce que c'est dès maintenant ? Enfin, voilà, dites-nous tout en quelques mots. Alors,
ça n'est pas pour la déclaration 2024, mais c'est à l'occasion de la déclaration 2024 que tout le déni qu'on a souvent à se dire je ferai ma déclaration, souvent au dernier moment, et j'oublie tout ça, que là revient l'idée de ce que l'on doit faire. L'idée générale de cette CDHR, d'abord, c'est de récupérer des fonds pour l'État, et elle vise à instaurer entre les contribuables un taux effectif minimum d'imposition de 20%. C'est un mécanisme un tout petit peu complexe qui rappelle des bases qu'on trouve dans la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, qui peut varier jusqu'à 4%, et donc qui est concerné, ce sont les célibataires au-delà de 250 000 euros de revenus annuels, donc des revenus substantiels, et les couples au-delà de 500 000 euros. C'est un mécanisme d'acompte qui est en fait complexe parce que dès décembre 2025, on va vous demander déjà de verser un acompte de 95% calculé par eux-mêmes sur les revenus de l'année. En fait, si vous avez, et en pratique, pour avoir fait des simulations, si vous avez une grosse activité salariale et une petite activité d'épargne avec une cession de plus-value et vous récupérez également des dividendes, tout va bien. Mais si jamais la courbe s'inverse et que vous avez plutôt une petite rémunération salariale ou de retraite, donc ça va probablement toucher quelques retraités, et que l'on vit sur un capital, soit parce qu'on on en perçoit des dividendes, soit parce qu'on cède des titres au fur et à mesure pour combler le manque de revenus que l'on a, on risque de tomber donc dans l'application de cette CDHR et d'avoir un taux effectif plus important. Ce qui veut dire qu'en pratique également, si vous avez peu de revenus salariaux, peu de revenus de retraite, mais des gros revenus d'épargne, donc de cession de capital ou de revenus, eh bien vous allez vous retrouver, la flat tax de 30%, elle disparaît. Et elle n'est pas exclusive, cette CDHR, de la CEHR. Donc c'est un mécanisme qui est assez complexe, et la difficulté que vous allez avoir cette année, c'est d'anticiper dès décembre 2025 le gain potentiel et d'essayer de fournir 95% d'un acompte calculé sur ce revenu nouveau, sur cette 95%, c'est-à-dire une marge d'erreur de 5%, c'est très peu. Et donc c'est difficile. Donc ça nécessite dès maintenant d'aller vérifier où sont les éléments de revenus, de structuration, pour voir comment vous allez faire. Concrètement, ce que le gouvernement nous a dit, c'est que s'il ne touchait pas de revenus suffisamment cette année, il reconduirait peut-être la mesure. Donc c'est là aussi ce qu'il faut savoir. Allez, on termine juste par une petite... En fait, on a commencé en parlant du calendrier, quasiment. Vous nous avez dit, il faut s'y tenir, sinon il y a une pénalité. Maintenant, voilà, on a fait notre déclaration, on a répondu en temps et en heure, et puis... quelques jours après ou quelques semaines après, on s'aperçoit soit qu'on a oublié quelque chose, soit qu'on a fait une erreur. Enfin bon, voilà, on s'est gouré. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est raté, on peut modifier, il faut appeler. Enfin voilà, est-ce qu'il y a ce fameux droit à l'erreur? Alors, c'est l'administration. Le principe, c'est que quand vous oubliez quelque chose, normalement, le couperet tombe, c'est généralement les 10%. Et puis, si vous vous en rendez compte trop tard, ou si c'est l'administration qui s'en rend compte bien plus tard, vous avez également les intérêts de retard qui s'appliquent. Mais l'administration est bonne mère, et plutôt que de vous donner un coup sur le nez à chaque fois que vous venez corriger, elle vous dit que si vous venez corriger à la fois spontanément, en principe une seule fois, mais on ne se... Comment dire, on ne se méprend pas sur le fait qu'on voit bien si vous êtes un contribuable de bonne foi et un peu ignorant, ou un contribuable qui joue avec ce genre de dispositions. Eh bien, si vous venez voir, et en général, c'était le ministre qui fixait une période dans laquelle vous pouvez réparer. L'année dernière, c'était entre août et le 4 décembre, pas avant. Mais après, vous avez un système de télédéclaration, de télécorrection, qui vous permet de dire à l'administration, pardon madame, à l'administration, j'ai oublié un revenu, ou j'ai mal calculé ceci, ou j'ai mal calculé cela. Et donc, c'est ce droit à l'erreur qui vous permet de rectifier. Cette déclaration, vous la faites en ligne, sans pénalité, tant que cette erreur est de bonne foi. Mais cette jurisprudence du 9 mai 2025 du Conseil d'État, dont nous parlions, est quelque chose qui est venu perturber le panorama. En l'espèce, c'était un ménage qui est tombé sous le coup d'une personne malhonnête, et il est tombé dans ce qu'on appelle un Ponzi. Le Ponzi, c'est je vous demande 100 euros et je vous donnerai des revenus forts. Donc en général, on vous donne le revenu. Exactement, vous avez un revenu qui a été puisé sur le capital que vous avez vous-même déposé, et donc on peut comme ça encaisser rapidement de l'argent, et ensuite prendre l'argent et se sauver. Et puis pour que vous soyez endormi, on vous fait des piqûres de distribution de dividendes, et on dit par exemple, vous aurez 10% de revenus annuels, c'est formidable, on y va, on y souscrit, vous donnez 100, on vous donne
10% la première année de votre revenu, l'année d'après, on vous dit peut-être que c'est un peu moins. Et voilà. Ces gens sont tombés sous ce coup-là et ils ont voulu, en fait, ils ont déclaré ce qu'ils avaient perçu comme un revenu. Ils se sont aperçus que c'était un Ponzi et ils ont voulu utiliser le mécanisme de l'erreur excusable, tel que je l'appelle, et donc d'utiliser ce droit à l'erreur. Probablement s'y sont-ils mal pris, parce que l'administration n'a pas été de cet avis-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est qu'ils ont dû dire, finalement, j'ai mis 100 euros, ce que l'on me donne, ça ne sera sûrement pas du revenu, et je considère que c'est un remboursement d'une dette. En envoyant 100 euros chez quelqu'un, je suis devenu son créditeur et il est devenu mon débiteur. Voilà. Mais là encore, je dis qu'ils sont peut-être pris, je parle sous mon propre contrôle et ma responsabilité, mais l'administration, visiblement, n'a pas pris bien les choses et elle n'a pas admis que ce soit sous le cadre du droit à l'erreur et que, finalement, on puisse utiliser le système. Ce qui veut dire qu'on a renversé la charge de la preuve, d'une part, que par ailleurs, il faut le savoir, le Conseil d'État a balayé d'un revers de manche ce qui était émis par le ministre du Budget. Or, en général, quand l'administration vous dit quelque chose, c'est quelque chose qui lui est opposable. Là, le Conseil d'État a dit on s'en fiche. Et ça veut dire qu'au final, ce que l'on comprend, c'est que, et c'est mon interprétation, c'est que si vous demandez, vous exercez votre droit à l'erreur parce que vous avez oublié un revenu, ça, on admettra que vous n'ayez par pas contre, si c'est l'inverse, ça marchera pas. Alors, si c'est l'inverse, on va considérer que c'est une réclamation contentieuse. C'est-à-dire que vous mettez tout en place le processus, justifiez les informations, etc. Alors, pour beaucoup, ça paraît pas terrible, mais en réalité, on est dans un système déclaratif. Dans tous les cas, même si vous déclarez et tous les éléments ne sont pas fournis, l'administration peut vous demander à tout moment de justifier ce que vous dites. Bien sûr. Donc, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer que c'est un cas d'espèce? Peut-être, parce que visiblement, si au moment où on envoie ça sur son espace de télédéclaration et que l'administration comprend et on suit ça d'un courrier le cas échéant pour fournir les pièces, je ne vois pas pourquoi l'administration n'accepterait pas ça. La question aussi, c'est de ne pas prendre l'administration bille en tête et en disant j'y ai droit, pour quelque chose qui effectivement est un droit, mais qui est quand même voilà, et qui est quand même une tolérance. Vous vous êtes trompé, on vous donne pas de gifle, mais bon, soyez gentil. Et c'est plutôt pas mal non plus. Faut pas que les contribuables pensent que ça reste une sanction. Voilà. Ouais. Et on rappelle quand même que si on a le moindre doute, on utilise cette petite case là avec la mention express et on fait part de ces doutes, de ces questions. Ça permet de mettre souvent un peu d'huile dans les rouages. Alors, on est d'accord. C'est une possibilité. Cela signifie aussi que, puisque on ne peut pas forcément baisser par la déclaration ou la télérectification les montants trop volumineux, c'est-à-dire que il faut se garder de faire des appréciations en disant voilà, j'ai pas mes documents, mais ça doit valoir à peu près tant. On sera bien gêné si on a mis plus que ce qu'on devait effectivement déclarer en base. D'accord. Donc il vaut mieux peut-être parfois ne pas déclarer. Alors j'ai entendu dire, on me dit on peut déclarer moins, mais si c'est une appréciation ou une erreur, je pense qu'il vaut mieux pas déclarer, mettre la mention express ou mettre une notice d'explication en disant voilà, j'ai un revenu qui est là, mais pour telle ou telle raison, j'ai pas tout. Et dès que je peux vous le donner, je vous l'apporte. Je pense qu'on est mieux dans cette situation-là. On fait son règlement et l'administration, bien sûr qu'elle est souveraine, mais oui, déjà, il y aura cette bonne foi qui existe, ouais, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Barré, avocat associé chez Yards, qui a pris son bâton de pèlerin pour éplucher cette campagne de déclaration. Merci, Jérôme, d'être venu dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Et nous, on poursuit notre petit voyage. On va encore un petit peu parler quand même de fiscalité. On va s'intéresser au changement de résidence. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.